Salut à toi et bienvenue dans cette 5e vidéo sur le chapitre de la justice sociale. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que les deux premiers instruments dont disposaient les pouvoirs publics pour contribuer à la justice sociale étaient la fiscalité avec les impôts progressifs et la protection sociale à travers ces deux logiques complémentaires d'assurance et d'assistance. Aujourd'hui, on va développer les deux derniers instruments dont disposent les pouvoirs publics en matière de justice sociale. Les services collectifs d'une part et la lutte contre les discriminations d'autre part. Donc commençons par les services collectifs. Ils correspondent à l'ensemble des services non marchands financés par les impôts que les pouvoirs publics fournissent à tous les citoyens, souvent gratuitement ou à un coût bien inférieur à celui de production. Parmi eux, on peut trouver la défense nationale, l'éducation, les soins de santé publique, la police, la justice et les transports publics. Ces services sont essentiels car ils garantissent que chaque citoyen, indépendamment de sa situation économique, ait accès à des ressources fondamentales. Ces derniers participent à la baisse des inégalités de deux manières principales. Premièrement, les services collectifs permettent de réduire les inégalités de situation. En effet, sans la gratuité ou la subvention de ces services, les ménages à faible revenu se trouveraient dans l'incapacité de supporter les coûts de services essentiels. Par exemple, dans des systèmes où les soins de santé ne sont pas universellement accessibles comme aux États-Unis, des frais médicaux élevés peuvent dissuader les personnes à faible revenu de chercher l'assistance médicale nécessaire, aggravant ainsi les inégalités de santé et par extension les inégalités économiques. De plus, ces individus aux revenus modestes contribuent proportionnellement moins au financement de ces services via les impôts, car les systèmes fiscaux sont souvent progressifs. Ils payent donc moins en comparaison des plus riches. Cependant, ils bénéficient des services publics dans des proportions au moins aussi importantes que les autres ménages, ce qui améliore leur qualité de vie et réduit les inégalités matérielles et sociales entre les différents groupes de revenus. Par exemple, si on prend cette étude de l'INSEE datant de 2018, on remarque que le revenu moyen avant redistribution des 10% les plus aisés est 7 fois plus élevé que celui des 10% les plus modestes. Ce rapport, après redistribution, est ramené à 7 sur le niveau de vie usuel, donc en prenant en compte la fiscalité et les transferts sociaux monétaires, puis à 3 sur le niveau élargi, c'est-à-dire lorsqu'on prend en compte les transferts sociaux en nature, dont les services collectifs. Plus précisément, l'INSEE a observé que les services collectifs, à travers les transferts en nature, contribuaient pour 50% à la réduction des inégalités. Cela est dû au fait que des services tels que l'éducation ou les soins de santé, lorsqu'ils sont accessibles sans coût, augmentent effectivement le revenu disponible des ménages, particulièrement ceux dans les tranches de revenus inférieures. Les services collectifs contribuent donc fortement à la réduction des inégalités de situation. Et la deuxième façon dont les services collectifs participent à la baisse des inégalités, c'est qu'ils permettent de réduire les inégalités des chances. En effet, en garantissant à tous les citoyens l'accès à des services qui augmentent les opportunités de mobilité sociale ascendante comme l'éducation, ils offrent à chacun la possibilité de réussir sur la base de ses talents et efforts plutôt que de son milieu socio-économique d'origine. Cela permet à tous, indépendamment de leur background familial, de viser et atteindre des positions qui étaient traditionnellement réservées à des classes plus aisées. Prenons le cas de l'éducation, car il est un exemple parfait qui montre comment les services collectifs peuvent réduire les inégalités de situation et des chances. En effet, les dépenses d'éducation opèrent déjà une redistribution verticale. La redistribution verticale, dans le contexte de l'éducation, signifie que ce service bénéficie proportionnellement plus aux ménages à faible revenu qu'aux ménages aisés. Car oui, si l'éducation était entièrement privée, les frais de scolarité représenteraient un fardeau beaucoup plus lourd pour les familles pauvres que pour les familles riches. Ainsi, en rendant l'éducation gratuite ou très abordable, l'État allège ce fardeau et permet aux enfants issus de milieux moins privilégiés d'accéder aux mêmes opportunités éducatives que les plus aisés. Par ailleurs, l'éducation opère aussi une redistribution horizontale. Cela est particulièrement visible chez les familles nombreuses, qui profitent davantage des dépenses publiques en éducation du fait qu'elles ont plus d'enfants à scolariser. Or, ces familles nombreuses se retrouvent souvent parmi les catégories de revenus inférieurs. Les dépenses d'éducation opèrent donc une redistribution horizontale des ménages sans enfants vers les ménages avec enfants, à niveau de revenus équivalent. Ainsi, les pouvoirs publics, en fournissant des services essentiels à tous à travers les services collectifs, jouent un rôle important dans la réduction des inégalités de situation et des chances. Ils contribuent donc activement à la justice sociale. Et enfin, le quatrième et dernier instrument dont disposent les pouvoirs publics en matière de justice sociale est la lutte contre les discriminations. La discrimination désigne le traitement moins favorable de certains individus par rapport aux autres sur la base de critères
illégaux tels que l'âge, le genre, l'orientation sexuelle, la religion, le handicap ou la couleur de peau. La discrimination selon ces critères affecte l'accès aux ressources valorisées comme les revenus, le capital culturel, l'emploi et le logement. Ce traitement inégal conduit à des inégalités de droits où certaines personnes ne bénéficient pas des mêmes protections ou opportunités légales, des inégalités de chance où l'accès aux opportunités comme l'éducation et l'emploi est entravé, et des inégalités de situation où les individus se retrouvent dans des conditions de vie nettement plus défavorables par rapport aux autres. Par exemple, si une personne est refusée pour un emploi en raison de sa couleur de peau, non seulement ses droits sont bafoués, donc il y a une inégalité des droits, mais ses chances d'obtenir un emploi équivalent à ses compétences sont également réduites. Donc là, il y a de l'inégalité des chances, ce qui conduira potentiellement à une insécurité économique et sociale, une inégalité de situation. De même, le fait pour une agence de ne pas accéder à une demande de changement de titulaire du bail en raison d'un handicap peut être constitutif d'une discrimination car cela empêche l'individu de jouir des mêmes droits et opportunités que les autres. Dans le cas d'Antoine, selon ce témoignage, l'agence immobilière a refusé de changer le titulaire du bail sous prétexte que compte tenu de son handicap, il devrait se tourner vers une structure adaptée. Cette réponse ignore les besoins spécifiques d'Antoine et constitue une forme de discrimination indirecte, où une règle apparemment neutre désavantage en réalité une personne en raison de son handicap. Ainsi, pour combattre ces discriminations prohibées par la loi et contribuer à la justice sociale, l'État dispose de 3 moyens principaux: les mesures correctives, les mesures répressives et les mesures préventives. Nous allons donc explorer chacun de ces moyens en détail. Donc la première façon pour que l'État lutte contre les discriminations consiste à mettre en place des traitements préférentiels que l'on appelle aussi discrimination positive. La discrimination positive représente des mesures correctives de justice sociale fondées sur le principe d'équité, qui consiste à donner un avantage à ceux qui sont pénalisés par leur situation initiale, religieuse, sexuelle, économique, culturelle, physique, etc., afin de rétablir une certaine égalité des chances. Les politiques de discrimination positive peuvent renvoyer à des définitions différentes. Tout d'abord, elles peuvent concerner des politiques de quotas, c'est-à-dire des politiques qui imposent légalement un certain pourcentage de places réservées à des populations jugées discriminées. Par exemple, la loi française exige que les entreprises de plus de 20 salariés emploient un minimum de 6% de personnes handicapées dans leur effectif. Cela garantit l'intégration professionnelle des personnes handicapées qui autrement pourraient être exclues du marché du travail. De la même façon, les lois sur la parité en France, notamment dans les sphères politiques et les hautes fonctions administratives, visent à corriger les déséquilibres de genre historiques en assurant une représentation équitable des femmes. Ces lois imposent que les partis politiques et les administrations publiques respectent des quotas de genre pour les candidatures et les nominations. Mais les politiques de discrimination positive peuvent aussi concerner des politiques préférentielles basées sur des critères socio-économiques. Ce type de politique cible les individus ou les groupes en fonction de leur situation économique, géographique ou d'autres critères sociaux pour réduire les inégalités en leur accordant un soutien supplémentaire. Par exemple, en France, les ZEP, zones d'éducation prioritaire, reçoivent des ressources financières et humaines supplémentaires pour soutenir les élèves de quartiers défavorisés. Ces ressources peuvent concerner un dédoublement des classes de CP et CE1 dans ces quartiers, comme l'a fait Emmanuel Macron, afin de réduire les inégalités de chances scolaires. Ou encore des procédures spéciales de recrutement d'élèves scolarisés en ZEP, comme l'a fait Sciences Po Paris en supprimant le concours d'entrée afin qu'ils puissent accéder à des études supérieures qui leur semblaient auparavant hors de portée. De la même façon, les résidents des zones urbaines sensibles, les US, profitent de mesures spécifiques pour faciliter l'accès à l'emploi, comme les contrats aidés et des incitations fiscales pour les entreprises qui s'y installent, afin de dynamiser ces quartiers. Ces politiques sont nécessaires puisque si on prend ce document, nous voyons que 20,9% des actifs de 15 à 59 ans résidant dans les US sont au chômage, ce qui est le double de celui observé dans les autres quartiers. La discrimination positive est donc un premier moyen dont dispose l'État afin de lutter contre les discriminations. En accordant des avantages par des traitements préférentiels, elle vise à compenser les inégalités initiales et promouvoir une plus grande équité, réduisant ainsi les inégalités des chances et favorisant la justice sociale. Ensuite, une deuxième façon pour l'État de combattre les discriminations est d'adopter des mesures répressives, notamment en instaurant des lois. Ces mesures comprennent toutes les actions législatives et punitives mises en place pour sanctionner les comportements discriminatoires.
L'objectif est de dissuader les actes de discrimination par la peur du châtiment et d'assurer que les victimes reçoivent justice et réparation. L'État dispose d'un ensemble de lois spécifiques qui définissent ce qui constitue une discrimination et établissent des peines pour ceux qui enfreignent ces lois. Ces dispositions sont inscrites dans le Code pénal et d'autres législations comme le Code du travail. Par exemple, les articles 225 alinéa 1 et 225 alinéa 2 du Code pénal français spécifient les différentes formes de discrimination et prévoient des sanctions sévères pour les contrevenants, pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ces mesures visent à sanctionner toute discrimination dans l'accès au logement, à l'emploi ou d'autres services essentiels. De la même façon, les lois sur l'égalité homme-femme visent à éliminer les discriminations basées sur le genre dans le milieu professionnel et de fait à assurer une répartition équitable des opportunités et des rémunérations. Ces législations reconnaissent que malgré les avancées en matière de droits des femmes, les inégalités persistent, notamment en termes de salaire et d'accès aux postes de direction. Par exemple, la loi sur l'égalité salariale oblige les entreprises à rémunérer de manière égale les femmes et les hommes pour un travail équivalent. Cette loi s'est renforcée avec l'introduction de sanctions plus sévères. Depuis la loi de novembre 2010, les entreprises qui ne prouvent pas qu'elles font des efforts concrets pour parvenir à l'égalité salariale peuvent se voir infliger des amendes allant jusqu'à 1% de leur masse salariale. En parallèle, la loi Copé-Zimmermann instaure des quotas de genre dans les conseils d'administration des grandes entreprises, exigeant que 40% des membres soient des femmes d'ici à 2017. Cette loi a été mise en place en réponse à la sous-représentation chronique des femmes dans les positions de haute direction et elle est progressivement mise en œuvre pour laisser le temps aux entreprises de l'appliquer. Ainsi, les mesures répressives telles que les lois et les sanctions jouent un rôle fondamental dans la promotion de la justice sociale en assurant que tous les citoyens, indépendamment de leur sexe, ethnie ou orientation sexuelle, aient les mêmes droits et opportunités. En punissant les actes discriminatoires, l'État renforce l'idée que de telles pratiques sont inacceptables et garantit que les droits proclamés soient effectivement respectés. Et enfin, la troisième et dernière façon pour l'État de combattre les discriminations est d'adopter des mesures préventives. Ces mesures incluent toutes les actions entreprises pour anticiper et empêcher les comportements discriminatoires avant qu'ils ne surviennent. Cette dimension est fondamentale puisqu'elle s'attaque aux racines même des préjugés et des pratiques discriminatoires en éduquant et en informant la société. Maintenant, quelles sont les stratégies principales de prévention mises en place par l'État? Déjà, des initiatives sont prises dans l'éducation. Par exemple, l'État a mis en place le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine 2023-2026. Ce plan comprend des mesures telles que la garantie pour chaque élève de bénéficier d'une visite historique ou mémorielle liée au racisme et à l'antisémitisme durant sa scolarité et à la formation de l'ensemble des agents de la fonction publique pour les sensibiliser à ces enjeux. De plus, le programme phare, généralisé à toutes les écoles et collèges, vise à lutter contre le harcèlement scolaire en formant tous les personnels de l'éducation nationale et en désignant des coordinateurs harcèlement dans chaque établissement pour traiter des situations de harcèlement de manière proactive. Ensuite, le défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante créée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, joue aussi un rôle dans la prévention des discriminations. En effet, cette institution veille à ce que l'égalité formellement proclamée dans les textes de loi soit effectivement appliquée dans la vie quotidienne. Elle offre un soutien et des informations aux victimes de discrimination et travaille également à sensibiliser tous les acteurs de la société, y compris les entreprises, les administrations publiques et le grand public sur leurs droits et leurs obligations. De plus, le défenseur des droits supervise également l'application de chartes telles que la charte pour la promotion de l'égalité dans la fonction publique. Ces chartes engagent les signataires à adopter des pratiques qui favorisent une véritable égalité des chances dans le recrutement, la promotion et le traitement des employés. Enfin, un dernier exemple de mesure préventive est l'utilisation du CV anonyme pour éviter les discriminations à l'embauche. Cette pratique permet de masquer les informations personnelles qui pourraient influencer négativement le processus de sélection, comme le nom, l'âge, le sexe ou l'origine ethnique. Bien que cette mesure ne soit pas suffisante à elle seule pour éliminer toutes les formes de discrimination, elle représente un pas de plus vers des pratiques de recrutement plus équitables. Ainsi, en agissant sur la prévention, l'État et les divers acteurs impliqués contribuent non seulement à réduire les incidents de discrimination, mais aussi à modifier les attitudes et les comportements à long terme. Cela crée un environnement propice à l'égalité des chances, où chaque individu a la possibilité de se réaliser pleinement sans être entravé par des préjugés ou des discriminations. L'État, à travers des mesures correctives, répressives et préventives, peut donc lutter contre les
discriminations et ainsi contribuer à la justice sociale en favorisant une plus grande égalité de droits, de chances ou de situations. On sait maintenant comment les pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice sociale. Ils utilisent 4 outils principaux: la fiscalité, la protection sociale, les services collectifs et la lutte contre les discriminations qui permettent de traiter chacun équitablement en s'attaquant aux inégalités considérées comme injustes. Grâce à ces actions, les pouvoirs publics contribuent à renforcer l'égalité au sein de notre société, valeur centrale de la justice sociale. Mais voilà, tout n'est pas rose et le problème c'est que l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale se heurte à des limites. Mais ça c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à tout de suite.